25 pays, dont le Canada, ont joint leur voix pour réclamer une fin immédiate ou imminente à la guerre à Gaza. Est-ce que ça risque réellement de faire pencher la balance et de mener à une fin pour cette crise qui ne cesse de durer? Ou est-ce que c'est un nouveau signalement de vertu de la part d'États qui n'ont aucunement l'intention d'agir de quelque façon que ce soit? J'en parle avec Ferry de Kerkhove, ancien ambassadeur du Canada en Égypte et en Indonésie et ex-haut-commissaire au Pakistan. Bonjour, Monsieur de Kerkhove. Bonjour. Donc, j'ai un peu mis la table. Je vous pose directement peut-être la question. Est-ce qu'il y a vraiment une intention derrière ça ou est-ce que c'est des relations publiques sans plus ce qu'on a assisté hier? Je dirais qu'il y a un mélange évidemment de relations publiques, mais il y a surtout un écœurement profond de ce qui se passe dans cette région, qui se passe à Gaza. Il n'y a pas de jour où il n'y a pas une quarantaine de civils qui sont tués par les frappes israéliennes. L'alimentation, le système d'aide alimentaire est déliquescent de façon épouvantable. Les gens meurent de faim. Alors, si vous voulez, il y a un ressourcement à l'heure actuelle d'une quinzaine de pays sur la scène internationale, sauf que même aux Nations Unies, ça n'a plus aucun impact dès lors que, comme on a vu il y a déjà plus d'un mois, les Russes et les Américains votent ensemble. On a Trump qui dit Netanyahu is going too far, ça commence à m'énerver, mais il n'exerce aucune pression. On parle de la libération des derniers otages, mais là encore, tout ça est en suspens. Pendant ce temps-là, Netanyahu, qui est véritablement un bandit, un brigand, un type, enfin, il est exécrable, continue à bombarder en Syrie et ailleurs, essayant de redessiner non seulement la carte du Moyen-Orient, parce qu'il a gobé une partie de certains éléments de la Syrie, mais également au fond, de dominer l'ensemble du Moyen-Orient. Ce qui est délétère dans tout ça, c'est qu'au fond, les grands pays arabes, que ce soit les Émirats ou encore l'Arabie saoudite, laissent faire parce qu'ils se disent qu'ils ont beaucoup plus d'intérêt à ne pas se mêler là-dedans. Alors on voit le gentil, le roi Hussein qui lui vient parler chez nous, vient parler aux Américains, mais ça n'a absolument aucun impact dans la mesure où c'est Netanyahou qui mène ce bal atroce où tous les jours des enfants meurent de faim, des gens sont assassinés. Vous savez, ça me rappelait la fois où il y avait ce député israélien qui avait dit « Oh, une bombe atomique ferait l'affaire ». On trouvait ça atroce, mais j'en viens à me demander parfois si la bombe atomique n'aurait pas été moins sanglante que l'horreur que l'on vit tous les jours. Alors, c'est épouvantable. La pression internationale, elle est gentille, 15 pays, tout ça, c'est mignon. On annonce qu'on va reconnaître les Palestiniens pour autant qu'il y en ait encore parce que c'est catastrophique. Mm-hmm. Mais d'un autre côté, tout le monde sait que la solution, la seule, vient de Trump, qui lui exprime son courroux, mais ne va jamais imposer à Netanyahou de changer complètement de cap, à moins qu'il se passe quelque chose dans cette région, que tout à coup les pays arabes disent à Trump, écoute, tant que tu ne règles pas l'affaire de Netanyahou, à ce moment-là, on ne négociera plus avec toi, on ne fera plus d'affaires. Mais ça ne se passera pas. Pourquoi? Parce que les États arabes eux-mêmes n'ont absolument aucune affection particulière pour les Palestiniens. C'est une espèce de jeu en main qu'ils ont pour pouvoir faire pression sur Netanyahou et pour pouvoir poser des conditions. C'est vrai que les pays arabes disent il faut qu'un État palestinien soit créé. Mais on sait très bien que depuis des décennies, Netanyahou n'en tient absolument pas compte et il n'y a aucun leader israélien à l'heure actuelle qui soit prêt tout à coup à donner une partie de la Cisjordanie pour créer un État palestinien. Donc, si vous voulez, c'est une situation d'autant plus atroce que les véritables décideurs ne peuvent rien faire et les 15 pays sont très très gentils, c'est très beau, je suis d'accord avec eux, mais ça n'a aucune influence. La seule chose qui pourrait évoluer un tout petit peu, si vous me permettez, c'est une reconnaissance progressive plus grande de l'État palestinien. Il y a déjà plus d'une centaine qui reconnaissent l'existence d'un État palestinien, bien qu'il n'existe pas sur papier. Mm-hmm. Alors je crois que le Canada commence à être poussé par d'autres pays qui l'ont fait, comme l'Espagne, le Portugal et autres. Alors peut-être qu'on fera ce geste, mais ça ne changera absolument rien sur le terrain. Donc là, on assiste quand même à un blocus, notamment alimentaire, là, de la part d'Israël. Et là, ce qu'on a vu plus tôt cette semaine, là, notamment, c'est dans un de ces points de nourriture des militaires israéliens là, qui se sont mis à tirer sur la foule. Chaque fois que ça survient, là, ce type de tuerie, là, parce que c'est un peu de ça dont il est question, Israël invoque le fait que c'est... en fait, encore une fois, on ne peut pas être sur le terrain. On a accès à des informations très parcellaires qui sont communiquées de part et d'autre, mais
que ce serait toujours le Hamas qui aurait possiblement lancé les hostilités ou tiré quelques coups de feu en l'air, un peu fait paniquer les soldats. Évidemment, la situation est excessivement tendue sur le terrain, Ferry de Kerkhove. Comment est-ce qu'on peut s'y prendre mieux? Comment est-ce qu'on peut s'y prendre autrement pour, d'un côté, s'assurer qu'Israël se sente protégé, cherche à récupérer ses otages, mais aussi qu'on puisse minimalement nourrir, soigner, abreuver là, les Gazaouis qui sont un peu prisonniers de cette enclave. Hein? Est-ce qu'il y a des pistes qui ne sont pas aujourd'hui explorées, Ferry de Kerkhove, qu'on pourrait mettre de l'avant, ou est-ce que c'est vraiment une espèce de situation perdant-perdant là, dans laquelle on s'est engagé? Je voudrais que le système d'alimentation, pour autant qu'il existe et pour autant qu'il achemine une certaine élément de nourriture, n'oubliez pas qu'il y a cette espèce d'exigence israélienne de vérifier tout parce qu'ils soutiennent que le Hamas profite de ces adjonctions alimentaires parce qu'il y a d'autres éléments qui rentrent, qui aident le Hamas. Alors tout ça, c'est un jeu de paroles. Le gros drame, c'est qu'au fond, à part le système américano-israélien d'alimentation qui crée des dégâts tous les jours, parce que ce n'est pas un système vraiment mené de façon comme par exemple l'Organisation des Nations Unies qui a l'habitude de l'aide alimentaire, c'est fait de façon militariste, c'est fait avec le moindre mouvement de foule de gens affamés, on tire dessus. Il n'y a absolument aucun espoir. Le seul espoir, c'est les quelques restes, je dirais restes à dessein de gens qui ont été kidnappés le 13 octobre et est-ce qu'on peut encore jouer sur le fait qu'il y a des otages qui doivent encore être libérés? Il y a plus de corps morts qu'il y a de gens vivants, mais il y en a encore. Mais là encore, Netanyahou n'est pas intéressé. N'oublie pas que le fond du problème, ça reste toujours la tradition en justice de Netanyahou au moment où il y aura une paix. C'est pour ça que Netanyahou s'arrangera toujours pour qu'il y ait un coup de feu quelque part qui lui permette de dire qu'il est le chef de l'État en guerre et que donc on ne peut pas le traduire en justice. C'est absolument horrible, c'est affreux. Et le drame, c'est que déjà que Biden n'avait absolument rien fait pour la création d'un État palestinien, et dans le cas de Trump, il y a différentes images que ce qu'on fait de Gaza. Enfin, c'est une situation atroce, et c'est là où la communauté internationale, au fond, n'a plus de parole. Et le système international lui-même, le multilatéralisme, est totalement en déliquescence, parce qu'au fond, il ne produit plus aucun résultat. Bon, et je dis pas qu'il y a des famines qui ne sont pas aidées, mais prenez simplement ce qui se passe au Soudan. Il y a toute une série de choses qui se passent dans le monde qui sont au fond de plus en plus graves comparées à l'évolution après 1945 ou après la chute du mur de Berlin. Ça se délétère de façon absolument épouvantable et je crois que les lendemains ne chanteront pas. Fred Bastien est avec moi en studio. Évidemment, on a tout sortes de commentaires, là, évidemment, suite à votre intervention, Ferry de Kerkhove. Est-ce que tu veux... on a une question pour Martin de la Rive-Sud qui s'adresse vraiment à notre invité. Pose la question, comment voit-on la transition future vers un gouvernement post-Netanyahou? Est-ce que le prochain serait plus modéré? Comment est-ce qu'on peut voir cet enchaînement? Comment on pourra peut-être faire une transition là, vers le futur? Je dirais que depuis l'assassinat d'Yitzhak Rabin, où l'on espérait qu'un État palestinien puisse se créer, mais je vous parle d'il y a plusieurs décennies, les gouvernements israéliens ont toujours été de droite ou d'extrême droite, et vous avez les Smotrich et les autres lascars du gouvernement Netanyahou qui ne veulent absolument pas d'un État palestinien. Et au fond, on a fait dire, Obama a forcé à un moment donné Netanyahou à dire qu'il y aura un État palestinien. Mais si vous regardez tous les écrits de Netanyahou depuis le début de sa formation, il a toujours dit il n'y aura jamais un État palestinien dans le territoire d'Israël. C'est pour ça qu'il n'y a pratiquement aucun espoir, à moins qu'à un moment donné, les États-Unis, tellement écœurés par ce qui se voit, fassent quelque chose. Mais je crois que la seule pression qui ne se produit absolument pas serait celle des pays arabes et notamment de l'Arabie saoudite. Mais là encore, il y a très peu d'intérêt parce que au fond, pour les Arabes de tous ces pays-là, les Palestiniens, ça ne les intéresse pas véritablement et c'est une cause qu'ils se servent un peu comme argument de marchandage, mais ce n'est pas une cause fondamentale comme celle, au contraire, d'avoir des relations exceptionnelles avec les États-Unis, de vendre leur pétrole et au fond de créer ces extraordinaires États comme le Qatar, comme les Émirats, etc. Si vous voulez, c'est un peu comme si vous aviez une mouche qui vous irritait, vous disiez on va mettre la mouche de côté parce qu'on a d'autres choses à faire. C'est ça qui est terriblement désastreux.
Donc, on a peu d'espoir qu'une transition post-Netanyahou se fasse vers un gouvernement, comme le disait Fred ou Martin, plus modéré. Est-ce que, encore une fois, c'est un peu, vous l'avez un peu dit, mais pour reprendre l'analogie de Trump là, face à d'autres leaders dans le monde, on a l'impression qu'actuellement, les Américains détiennent quand même, je cite, toutes les cartes. Hein. Est-ce que vous voyez, comme M. Trump l'a fait un peu avec Vladimir Poutine ou ailleurs, qu'éventuellement, on sait que M. Trump est soucieux de laisser quelque chose, là, bon, peu importe les motivations profondes qui l'animent, mais on sent bien que, je sais pas, j'ai pas beaucoup d'affection pour M. Trump, mais on sent bien que c'est au terme de son deuxième mandat, c'était encore le bordel à Gaza, on lui marquerait ça comme une petite coche à son bulletin. Est-ce que vous le voyez éventuellement changer un peu de ton envers Israël et exiger peut-être quelque chose, ou est-ce que vraiment on va laisser ça couler pendant 4 ans encore, Farid de Kerkhove? J'ai de la misère à m'imaginer une suite où on prend un autre angle peut-être sur ce dossier spécifique. Mais t'as dit que si ça continue pendant 4 ans, il n'y aura plus un seul gazoui à Gaza, mais mettons ça de côté pour l'instant, l'hypothèse du pire. C'est-à-dire que le Trump, d'un autre côté, est enragé par cette situation. Il dit de temps en temps « I think he's going too far » et tout ça. Mais au fond, il n'y a jamais eu de président américain en mesure d'exercer une véritable pression sur Israël, compte tenu, au fond, de la mainmise d'une très forte communauté aux États-Unis qui, tout en étant en nombre aux 5-6 millions, a une influence prodigieuse dans la mesure où ils détiennent la plupart des moyens de communication et les réseaux, etc. Et ils ont donc une influence hors mesure. Vous savez, c'est Ronald Reagan qui est le premier à dire à son secrétaire d'État Schultz en disant « Listen, I want anything to be done for Israel. Is that clear? » Et ça a été au fond le début d'une politique qui a été totalement inféodée à Israël. Et c'est pour ça que Merschmeyer et d'autres auteurs ont écrit des écrits admirables là-dessus en disant que la politique étrangère américaine est la plupart du temps déterminée par Israël si c'est la question du Moyen-Orient. Et puis, c'est pour ça que j'ai très peu d'espoir. C'est remarquable comme situation et c'est en même temps épouvantable et je ne pense pas à un changement. Je ne sais pas ce que c'est que la victoire contre le Hamas. Je suis incapable de vous le dire. Est-ce que c'est la tuerie complète de tout gazoui ou bien est-ce que c'est véritablement la tuerie de tous les membres du Hamas jusqu'au dernier et à ce moment-là, on recrée un État? Je n'ai aucune réponse à ce stade. Farid de Kerkhove, je rappelle que vous êtes évidemment un ancien ambassadeur du Canada en Égypte, en Indonésie et ex-haut-commissaire au Pakistan. Merci beaucoup d'avoir jeté un éclairage là-dessus. Je vais quand même continuer d'espérer pour ma part le mieux dans ce dossier, peut-être un peu naïvement, mais merci quand même. Merci beaucoup et continuons à espérer, je suis d'accord. Merci.